Whisper. Whisper. Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Dans Whisper, on part à la rencontre d'hommes et de femmes de terrain qui nous partagent leurs visions, leurs expériences et leurs expertises afin de nous guider dans la grande nébuleuse qu'on appelle parfois le monde du travail, de la recherche d'emploi aux innovations secteurs. La voiture et moi, ça fait deux. Mon seul rapport à l'objet, c'est quand je suis copilote sur la route des vacances, quand je dois surveiller Waze et trancher entre Joule et Palmstrax pour ambiancer les copains. Hormis ça, on va pas se mentir, je n'y connais pas grand-chose. Pourtant, étonnamment, l'automobile m'intéresse dès qu'il s'agit d'innovation. Et pas uniquement parce que j'ai hâte de me faire conduire par une voiture autonome sans lever le petit doigt. Mais parce que la voiture du futur, c'est un véritable défi. Un défi environnemental, social, urbain. À l'heure de l'épuisement des ressources naturelles et du développement durable, comment l'automobile peut-elle se réinventer ? À quoi ressemblera la voiture du futur ? C'est chez Faurecia que j'ai décidé de mener cette enquête. L'équipementier automobile fait partie du top 10 des entreprises du secteur. Aujourd'hui, une voiture sur 3 embarque une technologie Faurecia. J'ai rendez-vous avec Isabelle. Elle travaille depuis 15 ans sur le développement durable et la RSE, et cela fait maintenant 1 an qu'elle est directrice de ces questions chez Faurecia. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, tu as une longue expérience du développement durable et de la RSE. Qu'est-ce qui t'a poussée à rejoindre le secteur automobile ? Alors, secteur automobile, déjà, c'est un secteur mondial, international, donc intéressant. Dès lors qu'on travaille sur ce type de secteur, on peut avoir un impact au niveau planétaire. Aujourd'hui, le secteur de l'automobile est un secteur en pleine mutation, pleine transformation. C'est ça qui m'a intéressée. Il est confronté à des défis mondiaux, comme le changement climatique. Et chez Faurecia, il y a une innovation technologique historique très forte. Et c'est ça qui m'a intéressée, parce qu'à travers l'innovation, on peut réellement apporter des changements à l'automobile. Le secteur automobile est aujourd'hui en crise. D'après toi, quelles sont les principales causes de cette crise et les principaux symptômes ? C'est un secteur qui aujourd'hui connaît un nombre d'acteurs, de constructeurs croissants qui rentrent sur ce marché. Donc il y a à la fois une augmentation des acteurs sur le secteur de l'automobile, une automobile qui devient dans certaines zones géographiques une commodité, une volonté d'accès pour tous à l'automobile. Donc tout ça combiné, plus les problèmes de pollution de l'air dans les villes, d'impact sur le changement climatique, d'augmentation des réglementations. Donc je pense que le mouvement de fond qui est en train de s'opérer, c'est bien sûr la mobilité, on en a tous besoin, et encore plus besoin aujourd'hui, mais elle doit changer cette mobilité. Il faut qu'elle devienne une mobilité toujours plus propre. Justement, comment est-ce que tu définirais cette mobilité propre, cette mobilité durable ? La mobilité durable, c'est une mobilité qui est respectueuse de l'homme et de l'environnement. Grâce à l'innovation, grâce à la volonté aussi des dirigeants, des pouvoirs publics à pousser cette innovation plus propre. Bien sûr, on peut y arriver tous ensemble, mais c'est un mouvement sectoriel et même de l'économie en général. On ne peut pas le faire seul. Quand on pense mobilité durable, on peut aussi penser abandon de la voiture. Vélo, transport en commun, ce genre de choses. Oui, tout à fait. La mobilité, c'est en effet toutes les mobilités, douces ou les mobilités plus rapides. Donc dans les villes, on passe de plus en plus, comme on dit, d'une économie de produits à une économie de services. Et donc on n'est plus à vouloir acheter une voiture, mais à vouloir acheter un service pour se déplacer. Et donc on se déplace avec une trottinette, un vélo, du train, un bus, une voiture partagée, une voiture empruntée. Il faut prendre en considération qu'en 2050, il y aura 20% de plus de la population mondiale qui sera dans les villes. D'où la nécessité de penser des mobilités qui permettent les meilleurs flux avec le moins d'impact possible, puisque les villes vont se concentrer. Quel rôle occupe un équipementier automobile comme Faurecia dans la transformation du secteur aujourd'hui ? Faurecia, on en parlait tout à l'heure, a une forte capacité d'innovation technologique et c'est ça, je pense que ce qu'on apporte en termes de solutions sur le marché auprès des constructeurs, c'est une innovation pour la voiture autonome, une innovation pour des solutions de dépollution de la voiture.
Est-ce que tu peux donc me résumer la stratégie de développement durable de Faurecia ? Comment vous la mettez en œuvre ? C'est par le biais de cette innovation dont tu parles ? Alors bien sûr, l'innovation est au cœur de cette stratégie de développement durable. La genèse de cette stratégie, elle commence à travers des convictions qui ont été prises et écrites par les membres en fait, de la direction générale il y a un peu plus de 2 ans. Et elles se traduisent à travers une feuille de route qui a des objectifs. Est-ce que tu aurais des exemples d'objectifs ? Sur la partie planète, Faurecia s'est engagé à tendre vers la neutralité carbone à 2030. En prenant cet engagement, on va sur chacune des actions, donc à travers notre production, à travers le sourcing, à travers le transport, la logistique, optimiser notre empreinte carbone et la réduire au maximum. Donc c'est un travail qui va prendre du temps, qui nécessite d'impliquer tout le monde et de tendre tous ensemble vers le même objectif. Quelles sont les principales compétences à maîtriser pour exercer ton métier ? Les principales compétences, la toute première, c'est tout simplement être convaincu. La deuxième étape, c'est de se dire comment convaincre. Parce que dans n'importe quel groupe de population, tout le monde n'est pas convaincu au même niveau. Et donc, une des compétences premières, en tant que directeur de développement durable, c'est avoir ce pouvoir de conviction, d'impact, d'influence. Ensuite, au niveau opérationnel, c'est du management de projet. Donc, c'est animer des équipes diverses, qui viennent de différents horizons, qui ont des compétences très très variées, et de pouvoir les mettre ensemble autour de la table pour travailler, se fixer des objectifs, des plans de progrès. Voilà. Il faut savoir parler un petit peu à tout le monde. Il faut savoir parler à tout le monde. Il faut savoir les animer et puis surtout ne pas perdre le cap, puisque l'objectif final, c'est quand même de permettre des progrès de toute l'organisation. Sur des objectifs à long terme comme ceux que tu poursuis, j'imagine que tu dois rencontrer parfois des difficultés ou des frustrations. Quels sont ces obstacles que tu peux rencontrer au quotidien ? La première frustration, c'est l'espace-temps. Parce que quand on est convaincu, on aimerait que tout se fasse tout de suite, qu'on voit les résultats. Mais là, on n'est pas sur de la course de rapidité, on est sur de la course d'endurance. Donc c'est ça qu'il faut accepter. Il faut accepter aussi d'évoluer à travers une organisation et pouvoir se coller au rythme et à la capacité d'avancement de l'organisation. Donc c'est ça aussi. Faire bouger le développement durable dans une entreprise, c'est pas coller ou imposer quelque chose à toute l'organisation. C'est au contraire savoir l'intégrer, l'immiscer et permettre ces changements en profondeur. On l'a un peu évoqué en début d'interview. La pollution de l'air, c'est devenu un problème sanitaire majeur et les voitures sont de plus en plus exclues des villes, directement par les mairies par exemple. D'après toi, est-ce qu'il y aura encore une place pour la voiture dans les villes de demain ? Bien sûr, il y aura toujours une place pour la voiture, pour toutes les mobilités. La voiture, aujourd'hui, on voit quand même au niveau des innovations sur le marché qu'elle se transforme de façon importante. Les premières émissions de la voiture, ce sont celles du moteur, de la combustion. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de voitures électriques. Demain, les voitures à hydrogène. Je ne suis pas sûre que l'homme sache faire sans la voiture. Mais la voiture de demain, elle sera partagée, elle sera multi-propriétaire ou en tout cas locataire. Oui, la voiture a toujours sa place, mais elle a sa place avec d'autres types de technologies et c'est ça qui est en train de se réaliser aujourd'hui. De nouvelles technologies, ce serait donc ça la clé pour une voiture en meilleure adéquation avec son environnement et ses usagers. Christophe est Chief Technical Officer. Il a 30 ans d'expérience chez des équipementiers automobiles. Sa mission, analyser les tendances technologiques et piloter la stratégie d'innovation de Faurecia. Bonjour Christophe. Bonjour Alice. Donc Christophe, tu diriges l'innovation technologique chez Faurecia. Quels sont les grands défis que vous cherchez à relever aujourd'hui en termes d'innovation ? Alors, il faut peut-être rappeler les grands défis de l'automobile en général. C'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, c'est ce qu'on appelle CASE ou CARE, connected, donc connecté, autonomous, véhicule plus automatisé, on va dire, shared, donc partagé, et électrifié. Donc, de ça, nous, bien sûr, on travaille là-dessus, mais on en a déduit aussi 2 axes forts, que sont ce qu'on appelle Sustainable Mobility, donc la mobilité durable, et de l'autre côté, le cockpit du futur. Donc ça, c'est les 2 grandes voies, et bien sûr, on travaille là-dedans.
Alors, on va tout de suite éclaircir ces termes-là. Quelles sont vos innovations en termes de mobilité durable ? Donc, c'est un axe. Qu'est-ce qui découle de cet objectif ? Alors déjà, la mobilité durable, ce sont les véhicules d'aujourd'hui. Il faut les améliorer, donc c'est ce qu'on fait. Donc on dépollue ces véhicules, on est les champions de la dépollution. Donc on va rejeter moins de particules, moins de fameux NOx, les oxydes d'azote. Donc là, on travaille beaucoup là-dessus. On peut aussi récupérer de l'énergie dans les véhicules pour optimiser l'énergie dépensée. Donc on en récupère, on va pouvoir la redonner après aux véhicules. Et puis, on a lancé, il y a 3-4 ans, une division zéro émission. Donc là où on va travailler sur les packs de batteries pour les véhicules électriques ou sur les composants et les systèmes de véhicules à hydrogène. On sait que les moteurs actuels vont persister encore pendant longtemps, 10, 15, 20 ans. Ils vont être électrifiés, mais ils resteront quand même en véhicule à combustion, en moteur à combustion interne. Donc ces moteurs-là, bien sûr, l'électrification va les aider à baisser leur niveau d'émission, mais en même temps, on les améliore. Donc on met des filtres à particules, il va y avoir des filtres à particules dans tous les véhicules, qu'ils soient essence ou diesel. La partie, les oxydes d'azote, eh bien, on les traite de plus en plus et on va les traiter dans toutes les conditions de température, ce qui n'était pas forcément le cas jusque-là. Et donc avec ça, on baisse de plus de 95% les émissions d'oxyde d'azote, par exemple. Donc les moteurs sont très dépollués aujourd'hui. À partir de maintenant, ils sont très dépollués. Donc ça, c'est les véhicules thermiques. En même temps, il y aura de l'électrification, comme je l'ai dit. Et puis à côté, il y aura les véhicules 100% électriques, que sont des véhicules, donc bien sûr avec un moteur électrique, mais qui seront alimentés soit par une batterie. Et puis l'autre solution, c'est de produire son électricité à bord du véhicule. Et ça, on le fait avec de l'hydrogène. Donc on va transporter de l'hydrogène. Cet hydrogène va être converti en électricité, parce qu'avec de l'hydrogène, on peut faire de l'électricité. Et cette électricité va alimenter le moteur électrique. Et donc là, c'est pareil, on aura du zéro émission, on va juste rejeter de l'eau pure, à la sortie de la ligne d'échappement. Tu as évoqué également le cockpit du futur. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Alors effectivement, pendant des décades, des décennies, on a eu des cahiers des charges sur l'intérieur du véhicule. On savait que le conducteur serait positionné à telle position, le passager aussi, etc. On n'avait pas beaucoup de possibilités de jouer autour de ça. Maintenant, on va avoir des véhicules qui vont être plus automatisés. Je ne parle même pas du véhicule complètement autonome. Bien sûr, un jour, on y arrivera, mais peut-être en 2040-2050, en tout cas pour le véhicule de tout le monde, je dirais. Mais jusque-là, on est en train d'automatiser le véhicule. Il y a différents niveaux. Et plus on automatise le véhicule, plus on peut faire des choses différentes dans le véhicule. On pourra faire des téléconférences, par exemple. On pourra peut-être jouer demain. En tout cas, les passagers peuvent déjà le faire. Mais le conducteur pourra peut-être le faire dans certaines séquences de conduite, dépendant du niveau d'automatisation du véhicule. Et on va pouvoir faire d'autres fonctions. Donc c'est pour ça aussi maintenant que l'on parle beaucoup de user experience, de l'expérience utilisateur, alors qu'avant on était beaucoup plus focalisé sur les produits, et maintenant on doit plus se focaliser sur le user experience et après en déterminer des fonctionnalités nouvelles et qui ont de la valeur pour l'utilisateur. Il s'agit d'occuper un petit peu l'utilisateur, c'est ça ? Oui, voilà, donc il perdra plus de temps. Pendant le temps qu'il passera 1 heure ou 2 dans son véhicule, il fera ses mails, il jouera, il sera connecté. On cherche à avoir une digital continuity, comme on dit, donc une continuité digitale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à jouer même chez soi et on pourra continuer le jeu dans la voiture. Et on aura en plus un son immersif, par exemple, dans le véhicule, avec des sièges qui vont vibrer, des choses comme ça. On pourra aussi faire de la gymnastique dans son véhicule, se remettre en forme. Voilà, ouais. Donc on travaille beaucoup là-dessus. On a investi dans une start-up qui travaille là-dessus. Alors bien sûr, on ne peut pas faire des grands mouvements, ce seront des micro-mouvements, mais derrière, on a des spécialistes en kinésithérapie, en autres, qui nous permettent effectivement de remettre en forme les gens. Donc on sortira de son véhicule plus en forme qu'on y sera rentré. C'est quand même nouveau. Forcia a annoncé récemment un partenariat avec Microsoft. C'est justement dans cet objectif d'occuper l'utilisateur ? Alors exactement, ça en fait partie. On a besoin d'avoir une plateforme cloud. On a besoin de faire des calculs ou du streaming à partir du cloud. Donc on a besoin d'avoir une plateforme. Et on a pensé qu'effectivement Microsoft était un bon partenaire parce qu'il nous permet donc de rajouter, de pouvoir mettre des applications sur cette plateforme. Et on a investi dans une entreprise qui s'appelle Aptoide. On a un partenariat avec Aptoide où il y a plus de 800 000 applications. Donc en fait, vous mettez quand même en place beaucoup de partenariats sur les questions d'innovation. Exactement. On a plus d'une dizaine de partenariats, je dirais, stratégiques
qui vont de la sécurité, par exemple avec ZF. Nous, on fait des éléments de sécurité. Un siège, c'est un élément de sécurité, une planche de bord aussi. Il y a des airbags qui sortent, etc. Mais la synthèse sécurité, il nous manquait 2-3 choses pour y arriver. Et donc, on travaille avec ZF pour ça. Donc, on va développer des moyens de retenue qui sont différents. Le siège va bouger demain. On va pouvoir le faire pivoter, par exemple. On va pouvoir aussi dormir dans des véhicules en sécurité, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. On va pouvoir incliner le dossier jusqu'à 60 degrés, par exemple. Donc, une dizaine de partenariats. Toi qui diriges l'innovation chez Faurecia, comment est-ce que tu identifies une technologie, une innovation ? Comment tu choisis une innovation plutôt qu'une autre et comment tu sélectionnes des partenariats, par exemple ? Alors, c'est une vraie question, une bonne question, parce qu'on a 2 façons d'innover. Soit on innove par le haut, je dirais, en arrivant par les fonctionnalités. Donc pour ça, on étudie les macro-trends, les trends globaux qu'on trouve dans le monde entier. On sait que la population augmente, c'est un trend global. On sait que, par exemple, les femmes prennent plus de pouvoir demain qu'aujourd'hui. On sait que la population vieillit. Donc tout ça, on doit en tenir compte et traduire par des choses fonctionnelles dans nos véhicules. Donc par exemple, on va dire, je veux que quelqu'un qui a 70 ans ou 80 ans puisse monter facilement dans un véhicule. Voilà, ça c'est une première partie, et donc là on doit essayer de traduire ces tendances en quelque chose d'utilisable dans le véhicule. Et puis il y a la partie technologique. On ne parlerait pas de véhicules autonomes aujourd'hui si on n'avait pas multiplié par 10, 100 000 les capacités de calcul des ordinateurs. On n'en parlerait pas, parce qu'il faut faire beaucoup de calculs. Donc ça, c'est une autre solution aussi pour innover, c'est prendre la technologie, regarder comment elle évolue, et puis après, en fonction de la maturité, se dire je vais pouvoir l'utiliser pour faire tel type de fonction que je ne pouvais pas faire avant ou que je vais pouvoir mieux faire à l'avenir. Donc bien sûr, des fois, on combine les deux, une nouvelle fonctionnalité avec une nouvelle technologie. Donc là, en général, c'est une rupture. Et donc on essaye de trouver effectivement des ruptures comme ça en combinant les deux. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui s'intéresse à ton métier ? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser en priorité d'après toi ? Comme je disais tout à l'heure, on peut innover par différents bouts et donc c'est un peu pareil pour les profils que l'on va chercher. Donc on a besoin des gens qui ont cette vision globale, système. Et de plus en plus aussi, il faut qu'on relie l'intérieur du véhicule à l'extérieur. Le véhicule est connecté, donc on parle aussi de système de système. Donc il faut que certaines personnes qu'on embauche, elles aient cette vision système, cette propension à travailler système, conceptuel, etc. Et ça, c'est très important parce qu'on fait les synthèses avec ça. L'intelligence artificielle en fait partie. Quand on parle d'intelligence artificielle, il faut qu'on comprenne le système pour pouvoir proposer les bonnes solutions d'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, on a besoin d'experts technologiques, où là, on va être très pointu dans certains domaines. On travaille aussi sur les sciences cognitives maintenant, parce qu'on a besoin de mieux connaître l'humain. Donc on a besoin des gens très pointus sur les sciences cognitives. Donc on voit le spectre qui est complètement différent entre les sciences cognitives d'un côté et puis la technologie de base, quoi. Et bien sûr, c'est pareil sur l'électronique. Enfin, on retrouve chez nous, chez Faurecia en tout cas, tous les métiers de l'automobile. Et on touche à toutes les technologies. Vous retrouvez toutes les technologies de l'automobile, même globales, je dirais, dans l'automobile. Des technologies qui sont toutes au service de l'humain. L'humain, c'est le domaine de David. Il est directeur de la Faurecia University et des projets de transformation en ressources humaines. Son objectif, c'est d'accompagner la transformation du groupe, notamment par la formation d'entreprise. Bonjour David. Bonjour. On est ici dans les locaux de la Faurecia University. C'est un peu ton terrain de jeu, je crois. C'est là où j'habite, c'est là où je suis tous les jours, c'est là où mon équipe dans l'open space se trouve. Donc là, vous êtes dans les locaux européens, on se balade en Europe ici. Il y a 4 campus comme ça dans le monde, en Inde, en Chine, au Mexique et ici. Donc c'est le lieu de la vie chez nous, du développement de chacun. C'est là où les gens se croisent, discutent, travaillent, échangent, innovent, créent de nouvelles idées. C'est un lieu particulièrement agréable à vivre. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, me raconter un petit peu la genèse de ce projet de Faurecia University ? Quel est le but de cet espace et quel est le but de ton travail ? En fait, la genèse, elle est assez simple. C'est qu'il faut faire 2 choses pour les salariés, pour les gens qui travaillent chez nous. Il faut partager avec eux ce qu'est le savoir et la compétence de notre secteur. Et ça, c'est essentiel. Donc, il faut un lieu de formation où chacun apprenne et soit le mieux équipé possible pour faire son travail de manager, de professionnel. Et il faut un lieu où on invente le futur. Et l'université, c'est ça.
C'est-à-dire que quand on rejoint Forcia aujourd'hui, on est forcément amené à se transformer, à apprendre de nouvelles choses. Ce qui s'est passé dans l'automobile dans les 20 dernières années, c'est que tout ce qui était différenciant pour les anciennes générations, qui attirait nos parents, le look, l'allure, éventuellement la vitesse, tout ça était décisif il y a quelques années. Et le confort, la technologie, tout ça, ça n'arrivait pas dans les mêmes proportions. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que tout ce qui était fabriqué, pour faire vite, par les constructeurs automobiles est moins intéressant pour les gens. Mais tout ce que font les équipementiers comme nous devient le truc passionnant. Donc tout ce qui fait que la génération actuelle veut une voiture, c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire les gens qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont au cœur de l'innovation et de la créativité. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du mode de fonctionnement de la Forcia University ? C'est un lieu où les codes ne sont pas les mêmes que celui du business quotidien. Dans chaque meeting, quand on travaille, on prend des décisions, des solutions, etc. Là, le code, c'est celui du temps de réflexion et du temps des idées. Et du temps des solutions, évidemment, qui émergent aussi. Et très concrètement, donc ça passe par des formations, c'est ça ? Alors, dans nos formations, on a toutes sortes de choses. On a des choses, je dirais, tout à fait classiques pour accompagner quelqu'un qui est financier, RH ou tout simplement dans les ventes. Mais on a des formations où, tout simplement, il faut qu'on crée ensemble la compréhension de ce que c'est que la voiture de demain. Donc c'est une remise en question permanente. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui du besoin. On ne sait pas ce que quelqu'un va acheter demain ou louer pour sa mobilité. Ça a l'air tout bête, hein ? On avait, par absence de technologie, une solution très simple. Vous voulez vous déplacer, achetez une voiture. Aujourd'hui, on a le maximum de l'usage d'une voiture. Quand on en est propriétaire et qu'on est, par exemple, vendeur, donc on est obligé de traverser un territoire, l'ordre de grandeur, c'est qu'un taux d'utilisation d'une voiture de 5% du temps. Tu te rends compte qu'une voiture aujourd'hui est un objet qu'on n'utilise pas. Comment on arrive à avoir 100% d'utilisation par plein de gens qui ont plein de besoins, qui se croisent dans la ville ou dans la campagne. Donc quand on travaille aujourd'hui chez Forcia, ou quand on travaille, je vais élargir un peu pour pas qu'on évoque que l'exemple de Forcia, mais quand on travaille aujourd'hui dans le secteur automobile, il faut forcément avoir une appétence technologique pour pouvoir suivre un petit peu tous ces bouleversements. Il faut comprendre ce que veulent nos clients. Et nos clients, aujourd'hui, on commence à avoir conscience qu'il y a plusieurs options. Et donc, ils sont moins contraints et ils commencent à être plus à même de comprendre leurs besoins. Et c'est ça le goût qu'il faut avoir. C'est le goût de ce que véritablement on achète quand on achète une voiture. On a acheté du statut, on achète encore du statut, on achète du confort et des qualités, mais on achète toutes sortes de choses où on loue, pour ceux qui prennent un taxi ou un VTC. Donc c'est ça qui est passionnant en ce moment, c'est de comprendre ça. Est-ce que vous collaborez aussi avec l'enseignement supérieur, avec des universités ou des écoles de commerce par exemple ? Alors on collabore beaucoup parce qu'on est dans une phase où il nous faut un écosystème. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces questions qu'on évoque ensemble, on n'a pas de réponse aujourd'hui. On ne sait pas ce que sera la voiture de demain. On sait ce qu'a été la voiture d'hier, pendant une certaine phase. On ne sait pas les fonctionnalités complètement de la voiture de demain. On ne sait pas combien les gens sont prêts à payer pour ça. Pour ça, il faut croiser les avis de tout le monde. Des professeurs on travaille avec l'École Polytechnique, avec HEC, avec London Business School, mais aussi avec l'Université de Pennsylvanie ou Sciences Po, avec toutes sortes d'organisations qui captent les tendances et qui nous aident à mieux comprendre ce qu'on doit faire. D'après toi, quelles sont les qualités humaines et professionnelles dont il faut absolument disposer pour travailler dans le secteur automobile aujourd'hui ? Il faut avoir le goût de la responsabilité. Ce sont des entreprises, et Forcia particulièrement, qui fait confiance à ses salariés. Avec la confiance va la contrepartie, qui est la responsabilité. C'est la première chose pour réussir. La deuxième chose, c'est qu'il faut aimer la vitesse et l'énergie. C'est un secteur en pleine transformation. D'un mois à l'autre, les choses changent. D'un mois à l'autre, les marchés bougent, les ventes varient, les nouveaux produits arrivent, ils produisent des réactions, les clients émettent des avis. Et troisièmement, il faut aimer prendre le risque et le goût de situations qu'on ne connaît pas.
Il y a 20 ou 30 ans, on les connaissait beaucoup mieux. Là, on ne les connaît pas. Il faut avoir ce goût pour cette aventure. Et très concrètement, quelles sont les formations et les profils qui sont valorisés, privilégiés dans les recrutements ? Bon, j'imagine que c'est assez large, mais est-ce qu'il y a des tendances naturel des ingénieurs pour nous rejoindre parce qu'on a 15 000 ingénieurs, qu'on a de nombreux centres de R&D dans plein de pays. Le management est très important, le management des usines. On a 300 usines. Il n'y a pas d'exclusivité. On recrute dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, des profils très variés. On a la chance d'offrir ce portefeuille de responsabilité mondiale à 37 pays. Il faut avoir des profils internationaux donc, quand même, une appétence pour si vous voulez croître dans l'organisation, très vite, vous allez vous retrouver dans le bain global. Et c'est formidable, c'est passionnant. Mais ça veut dire parler l'anglais, évidemment, c'est un must. Nos formations sont en anglais, très très peu sont en langue locale. Donc oui, cet appétit-là est très fort, et on en a besoin, et c'est une condition. L'industrie automobile traverse aujourd'hui une révolution technologique. Les acteurs du secteur doivent réinventer la mobilité en prenant en compte l'impératif de développement durable. Une des clés de cette transformation, l'innovation. Les leaders du secteur veulent anticiper les besoins de demain et s'appuient pour cela sur des talents capables de se renouveler continuellement. Pour que la voiture ait un avenir, il faudra qu'elle soit plus verte et plus connectée. Et si possible, avec les meilleurs réglages acoustiques, pour écouter des podcasts évidemment. En attendant, portez-vous bien, faites du covoiturage et n'oubliez pas de whisper autour de vous.